Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Le Parlement a définitivement adopté un vaste projet de loi contre la fraude sociale et fiscale, allocations, chômage, RSA, arrêt maladie ou travail dissimulé. Le texte durcit les contrôles et les sanctions pour renforcer les recettes publiques. Il devrait permettre de dégager près de 1,5 milliard d'euros de recettes supplémentaires pour les finances publiques. Objectif atteignable ou illusoire? On en parle avec le spécialiste de la question, ancien magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude, aujourd'hui secrétaire général de l'association professionnelle des magistrats et auteur du cartel des fraudes, Charles Prats. Bonjour. Bonjour Maude. Bonjour Charles Prats, merci d'être en direct aujourd'hui sur Sud Radio. Vous avez reconnu la musique de On peut gagner des millions. C'est un petit peu ce qui arrive à des gens qui abusent de la confiance des administrations et des pouvoirs publics pour détourner des fonds qui sont normalement destinés à soigner des gens qui sont dans le besoin ou qui sont malades. Charles Prats, c'est un de vos combats. Vous êtes un peu le héros, ex-magistrat dans les Yvelines. Vous connaissez le dossier par cœur, auteur du cartel des fraudes. Votre document est implacable, j'allais dire, et incontestable. Et aujourd'hui, nous sommes en mai 2026. Ça fait tellement longtemps que vous prenez position. Charles Prats, comment vous pouvez expliquer que malgré le cumul de preuves de dénonciation, vos engagements, vos coups de gueule, vous avez interpellé les pouvoirs publics, on vous a répondu, tout le monde acquiesce, qu'on en soit encore à ce stade. Il semblerait qu'il y aurait peut-être à l'Assemblée un début de mesures préventives, mais pour autant, au bout de tant d'années, comment vous expliquez qu'aucune autorité politique ou aucun organisme d'État ait pris le taureau par les cornes? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'aucun organisme d'État ou autorité administrative n'ait pris le taureau par les cornes, puisque le principe de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, c'est quelque chose qui est inscrit dans les gènes, je dirais, des administrations, notamment du ministère des Finances. Bon, c'est la proportion que je disais. La proportion reste quand même énorme. Ouais. Maintenant, il y a une réalité, c'est que on fait face à une fraude importante, massive, que ce soit en matière fiscale. Alors même si on n'est pas sur les 80 ou 100 milliards qui sont habituellement expliqués par le syndicat Solidaire Finances Publiques, on serait plutôt vers 30 ou 35 milliards d'euros de fraude fiscale, c'est déjà beaucoup. C'est gigantesque. On serait plutôt vers 20-25 milliards de fraude aux cotisations sociales, vous savez ce qu'on appelle le travail au noir, sous-déclaration d'heures travaillées, etc. Et le grand non-dit, c'est la fraude aux prestations sociales, sur laquelle on est évidemment sur plusieurs dizaines de milliards d'euros, mais où là-dessus, il faut surtout pas le dire, parce que politiquement parlant, vous comprenez, dire qu'il y a de la fraude aux prestations sociales, c'est mettre le doigt sur, pour certains, faire la chasse aux pauvres, et pour d'autres, faire la chasse aux étrangers. Alors qu'en fait, il s'agit simplement de faire la chasse aux fraudeurs. On s'en fiche qu'ils viennent de la planète Mars, qu'ils soient vert, blanc, jaune ou bleu. Les fraudeurs sont des fraudeurs, et donc il faut les arrêter. Et en réalité, vous avez une espèce de peur panique des décideurs politiques et administratifs de mettre l'accent sur la fraude aux prestations sociales, parce qu'en réalité, ils ont peur de se faire accuser. Moi, je l'ai vu quand j'étais au ministère des Finances, quand vous discutiez avec les ministres, dès que vous proposiez des mesures de lutte contre la fraude aux prestations sociales, ou la fraude sociale au sens large, on vous disait tout de suite, il faut vite faire quelque chose en même temps sur la fraude fiscale, parce qu'ils avaient peur de se faire accuser de faire la chasse aux pauvres ou la chasse aux étrangers. Et c'est quelque chose qui est inscrit dans le mental des décideurs depuis toujours. Ce qui explique que tout ça prenne du retard. Et là, en fait, le projet de loi dont on nous parle, si vous vous amusez à aller le voir, il fait plus d'une centaine de pages. C'est en fait ce qu'on appelait dans les temps anciens un projet de loi diverses dispositions. Alors moi, j'aurais tendance à l'appeler DDoF, diverses dispositions, DDF, diverses dispositions sur la fraude. Oui. Parce qu'en fait, c'est un empilage de mesures techniques, pour certaines très intéressantes, des droits de communication, des facilitations de circuits entre les impôts, les organismes sociaux, les administrations, etc. La possibilité pour les assureurs privés en matière de santé de faire des échanges en matière de lutte contre la fraude avec l'assurance maladie, etc., etc. Donc vous avez plein de petites mesures comme ça qui sont très intéressantes techniquement.
mais vous n'avez pas la grande mesure structurante qui marquera les esprits dans ce projet de loi et qui permettrait de faire des milliards d'euros d'économies. Donc évidemment, comment se construit, je vais un peu expliquer à vos auditeurs comment se construit. Allez-y, c'est exactement ce que je voulais savoir. Un projet de loi comme ça, qui est un empilage de plein de mesures, ça marche comment ? On a fait ça des tonnes de fois quand j'étais au ministère des Finances à l'époque. Vous demandez à chaque administration, à chaque organisme, de quoi il a besoin. Qu'est-ce qui fonctionne pas bien et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et donc, chacun vient avec sa liste de courses. Les impôts viennent avec toute une liste de mesures techniques à faire. La caisse d'allocation familiale pareil, les douanes pareil, la police pareil, etc. L'assurance maladie. Et donc chacun vient avec sa liste de courses. Tout ça est négocié, tout ça est regardé. Tout ça prend évidemment du temps parce que vous avez ce qu'on appelle des mesures de coordination. Quand vous touchez à un texte de loi, ça a des impacts sur d'autres textes de loi. Quand vous bougez sur une mesure concernant quelqu'un, ça peut concerner quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est comme ça que ça se construit. Et à la fin, vous arrivez avec un patchwork comme celui que vous avez, où tout le monde est venu avec sa petite liste de courses. Quand vous avez tout le monde a essayé, comme c'est ce qu'on appelle un véhicule législatif, et il n'y a pas beaucoup de place à l'Assemblée nationale et au Sénat, tout le monde a essayé de faire rentrer des choses qu'ils avaient dans les cartons, qu'ils pouvaient pas faire rentrer dans d'autres projets, etc. Et ça vous amène à un texte comme ça qui est énorme. Les parlementaires ont pu rajouter aussi ce qu'ils avaient envie chacun dans les amendements. Les divers lobbies, etc. ont appelé en disant tiens, nous on aimerait bien avoir ça. Donc des fois ça marche. Donc c'est intégré. Donc voilà comment ça se construit. Mais en réalité, alors c'est comme ça qu'on a d'ailleurs des textes intéressants parce que qui permettent de régler les problèmes. Mais par contre, vous n'avez pas politiquement de grandes mesures structurantes, à part le titre du texte, vous voyez, lutte contre la fraude fiscale et sociale. Mais en vrai, à l'intérieur, il y a plein de petites mesures techniques, mais vous n'avez pas une grande mesure. La seule grande mesure qu'il y avait, elle avait été introduite par amendement, c'était en matière de fraude fiscale, contrairement à ce que tout le monde dit. C'était une vraie mesure structurante sur la fraude fiscale. C'était la véritable fin du verrou de Bercy, et donc la véritable fin de l'impossibilité pour la justice de poursuivre de manière autonome les fraudes fiscales. Ça avait été introduit par amendement de mémoire de la France Insoumise. C'est un amendement très intéressant. C'était une mesure que je portais moi depuis une quinzaine d'années. Donc j'étais très content. En matière de quand c'est passé devant la commission mixte paritaire dans les négociations, ça a été enlevé parce qu'évidemment l'administration fiscale n'en voulait pas. Et donc c'était la seule vraie mesure structurante qui existait, c'était cette fin du verrou de Bercy. Et là, ça a sauté. Et en vrai, moi ce que je dis toujours, je peux répondre à votre question, mais il manque une mesure, une vraie mesure dans ce projet. Et on le voit avec l'actualité, vous voyez, les gens commencent à en prendre conscience avec toutes ces fuites de données, vous voyez, qui sont dans la France c'est victime, on le voit bien, les administrations, etc., etc. Oui. Vous avez un vrai sujet de sécurisation de l'identité sociale dans le pays, les risques de fuite de données, les risques d'usurpation de l'identité, etc. Et donc la vraie mesure, ce serait la biométrie. Et donc l'introduction de la biométrie pour sécuriser l'identité sociale. Bon, ça n'est pas dans le projet de loi et ça ne permettra pas de traiter le véritable problème qui est toujours là en matière de fraude sociale, puisque parlons de fraude sociale, c'est le surnombre des assurés sociaux pris en charge en France par rapport au nombre d'habitants. On est à plus de 75 millions d'assurés sociaux selon la Cour des comptes pris en charge pour 68 millions d'habitants. Voilà, ça c'est une réalité qui n'est pas prise en compte. Ça a été pourtant mis sur le tapis de nouveau après la Cour des comptes par l'Inspection générale des finances, qui est venue expliquer qu'il y avait au moins 4 millions de personnes prises en charge en trop au niveau de l'assurance maladie. Vous avez eu des rapports de la Cour des comptes sur, par exemple, la protection universelle maladie, ce qu'on appelait la CMU avant, où vous avez quasiment 2,5 millions de personnes qui continuent d'en bénéficier à tort, alors qu'elles ne remplissent plus les conditions de résidence en France et d'activité en France pour en bénéficier. Par 2 fois, la Cour des comptes est venue le dire. Aucune réaction au niveau des pouvoirs publics par rapport à ça. Alors justement, des vrais qui restent pendant. Charles Prats, le président de la République, dans une phrase restée légendaire, parle d'un pognon dingue.
C'est la dépense sociale en République française. Un pays endetté à plus de 3400 milliards de dettes. On sait que 56% du revenu de l'État va aux charges sociales, aux prestations sociales, je veux dire. Comment vous expliquez que, ce que vous avez évoqué au début de votre intervention, on a peur, on est prudent, le qu'en dira-t-on, c'est quoi? Ce sont des associations, quelques titres de journaux, quelques grandes gueules de la gauche morale qui guettent le geste, qui serait xénophobe ou anti-pauvre. Ces gens-là, alors qu'on connaît l'enjeu, vous venez de faire un tableau descriptif parfaitement complet, il n'y a rien à retirer, il n'y a rien à redire, vous avez fait un audit de la situation, les éléments que vous avez fournis là suffisent pour un homme politique responsable, un gouvernant, à dire maintenant c'est terminé, c'est qu'on n'a pas le choix, parce qu'à un moment donné, si on ne fait rien, Charles Prats, il y a tout simplement des prestations qui ne seront plus payées, je pense qu'on peut finir comme ça. C'est comme ça que ça va finir de toute manière. Vous savez, on est à 900 milliards d'euros de dépenses de protection sociale au sens large par an en France. 900 milliards d'euros. Voilà. C'est ce qu'on dépense dans les retraites, l'assurance maladie, les allocations, etc., etc. 900 milliards d'euros. Avec les frais de gestion. Donc, c'est un tiers du PIB. C'est un tiers du PIB. Un tiers du PIB, c'est le chiffre qui est donné. Est-ce qu'on peut prendre la carte vitale? On remet la carte vitale à zéro. Alors vous dites, effectivement, il peut y avoir un identifiant. C'est pas un problème de carte vitale. C'est un problème de droit ouvert, d'ouverture des droits. Vous pouvez très bien avoir des droits, vous faire rembourser, etc., sans avoir de carte vitale. Moi, pendant des années, j'ai vécu sans carte vitale jusqu'à ce que je m'en fasse refaire une. Oui, bien sûr. C'est pas un problème de carte vitale. C'est un problème d'ouverture des droits. En fait, il faut sécuriser l'identité des gens qui ont des droits ouverts et qui ont la possibilité de se faire payer, rembourser, etc. Regardez les derniers exemples, il y a quelques mois, de gens qui s'étaient fait faire des dizaines ou des centaines d'identités pour percevoir des prestations. Je donnais cet exemple dans mes livres, c'était du côté de Valenciennes, 2 couples de Roumains qui avaient déclaré 1200 fausses grossesses. 2 couples, 1200 grossesses. Et là, c'est imparable. Il n'y a aucun mécanisme, un protocole de contrôle qui permet de dire j'ai un problème là avec 1200 grossesses. Mais ils avaient évidemment fait des fausses identités. Non, mais j'ai bien compris. Pas la même femme. La même femme n'avait pas 600 enfants. Sinon, Maud, qui est à côté de vous. Pourquoi on m'interpelle? Pourquoi on me réveille? Et pourtant, je sais qu'elle veut repeupler la France aussi, et nous avons tous contribué, vous et moi, Charles Prats aussi. Je suppose, Charles Prats, que ce sujet sera au cœur de la prochaine campagne électorale pour la présidentielle 2027. Je pense qu'il y a bien des partis il y en a déjà certains qui s'en emparent, qui s'en inquiètent. Je pense que ça mériterait que ce soit un sujet national. On est bien d'accord. Écoutez, j'aimerais bien que ce soit un sujet national, d'ailleurs que ce soit un sujet transpartisan, parce que vous l'avez dit, de toute manière, à un moment donné, ça va nous tomber... Les caisses seront vides. Les caisses seront vides. Voilà. Et il nous arrivera ce qui est arrivé à la Grèce et ce qui peut arriver dans d'autres pays, c'est que le jour où ça va mal se passer parce que la France aura un problème de liquidité sur les marchés, ne pourra pas se refinancer, mal emprunter, etc. Dans les 2-3 mois, on est mal parce qu'on paye plus les retraites, on paye plus les salaires fonctionnaires, on paye plus rien. Donc il faudra réagir très vite. Et moi, ce que je veux, c'est éviter ça, justement. Ah oui. Et tout mon travail depuis des années, c'est de tirer la sonnette d'alarme et de proposer des mesures pour, en tout cas, de manière drastique, serrer les boulons sur la fraude, parce que c'est le seul moyen de justifier vis-à-vis de la population, le cas échéant, qu'on augmente les prélèvements, qu'on augmente les impôts. Parce que vous pouvez pas dire aux gens, on va augmenter vos impôts, on va vous prendre plus d'argent, si de l'autre côté, vous montrez pas que vous empêchez que l'argent soit piqué par les... C'est tout à fait logique et cohérent. Message reçu, Charles Prats, nous gardons le contact. Je pense que j'aurai certainement besoin de faire appel à vos lumières, parce que je ne pense pas que le problème va se résoudre si facilement que nous pourrions l'espérer. Merci d'avoir été en direct sur Sud Radio aujourd'hui, sur d'Ascension, et à très bientôt.